bonjour à vous. J'ai reçu un petit commentaire de la part de Régine sur une des dernières vidéos et j'avais envie de vous en faire part avec l'autorisation de Régine, puisqu'elle s'appelle Régine. Merci à Régine d'emblée pour ce petit commentaire qui a amené quelques ouvertures possibles, quelques réflexions, quelques précisions, chose que je vais faire maintenant. Donc Régine qui écrit « J'aime beaucoup vos vidéos sur YouTube et j'apprends énormément sur votre enseignement à travers votre expérience et le partage que vous faites à travers les médias. Car on vit dans un monde très terre-à-terre. Et moi je n'ai jamais compris ce monde et pourtant le monde m'a adopté pour être le mouton. J'ai été heureuse, la vie m'a donné beaucoup de joie et de bonheur, mais tout était superficiel. Aucune profondeur de l'être humain. Dur à expliquer. Désolé de vous embêter. Régine. Commentaire très intéressant, il me semble, avec des précisions à mon niveau indispensables à apporter, des choses à resituer. Et en premier lieu, la notion de l'enseignement. J'apprends énormément sur votre enseignement. Alors, on pourra dire que je joue sur les mots, mais je n'ai absolument pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'enseigne en réalité rien du tout. Je n'enseigne rien dans le sens où ce dont je parle au travers de toutes ces vidéos, c'est ni plus ni moins que le témoignage de ma propre expérience qui n'est pas la vôtre, ni plus ni moins le fruit de mes réflexions qui n'est pas forcément les vôtres. Et en tout cas, le but de ces témoignages n'a absolument pas vocation à vous inviter à faire la même chose, mais plutôt à vous faire connaître, a priori au travers de mon expérience, qui n'est une fois encore que la mienne, la possibilité, la réalité tout à fait possible, d'alternatives, de choix possibles, et non pas de on n'a pas le choix, et donc, comme elle dit Régine, j'ai été adopté dans ce monde pour être le mouton. Et donc, de sortir de l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas de choix, et que les choses sont comme elles sont. Bien au contraire, ce dont je parle tout au long de ces vidéos, eh bien, quelle que soit la thématique ou sous-thématique, que ce soit nourriture pranique, nourriture en conscience, la sous-thématique des pensées, des émotions, du corps, de la relation au corps, de la santé au corps ou du corps, de la santé globale avec l'équilibre psycho-émotionnel et peut-être d'une certaine dimension spirituelle, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, il y a toujours X options alternatives, orientation possible, tout simplement parce que nous sommes dans un monde de grande diversité. La diversité, elle est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. À la différence que quand nous n'avons pas conscience de ce qui nous anime et de tout ce potentiel qui fait partie aussi de notre propre héritage et pas simplement, entre guillemets, que des casseroles, que des choses que nous traînons et dont nous avons parfois difficile, dont nous avons parfois bien du mal à nous affranchir, à intégrer, à mettre à jour, pour ne pas dire à nous libérer. Je suis beaucoup plus dans l'idée d'intégrer les choses donc en les désamorçant, en les déprogrammant, plutôt que de se libérer de ce qui sous-entendrait que nous ne sommes pas libres, que nous sommes prisonniers. Il n'est jamais question que de libre arbitre versus liberté. Chacun aura sa propre définition, sa propre approche de ces deux mots. En tout cas, je n'enseigne rien et ce que je propose en définitive, ce sont jamais que autant des pistes de réflexion que de prise de conscience possible et donc d'entrevoir des possibilités et de nouvelles
travées de nouveaux chemins de vie possibles. À partir du moment où, autant je le souhaite que je l'espère, ces chemins de vie, si je suis source d'inspiration pour vous, à partir du moment où ces chemins de vie que vous pourriez prendre comme nouvelle option soient autant respectueux de votre santé, de votre équilibre, que constructifs pour votre réalisation, votre épanouissement, votre condition de vie que chacun, à minima, souhaite améliorer en général. Donc, Régine qui dit « On vit dans un monde très terre à terre. Moi, je n'ai jamais compris ce monde. » Bien que Régine dit avoir été heureuse parce que ce monde lui a apporté beaucoup de joie et de bonheur, mais que tout était finalement superficiel, dit-elle, aucune profondeur chez l'être humain. Dur à expliquer. C'est très intéressant parce que cela procède d'une perception, d'une impression, d'un ressenti ou d'une certaine vision pas tout à fait encore bien consciente, de différents niveaux de réalité possible dans le sens où il y a toujours cette possibilité de s'identifier au travers de ce que les cinq sens nous font percevoir du monde ou de ne pas s'y identifier. Mais alors ne pas s'y identifier voudrait dire s'identifier à quoi d'autre ou s'attacher à quoi d'autre, parce que ne pas s'identifier ce n'est pas s'attacher, parce que ne pas s'identifier c'est aussi ne pas s'attacher. Alors à quoi s'attacher d'autre? En conscience, ce qui veut dire discernement aussi, pour ne pas s'identifier et donc ne pas retourner vers le jeu limitant, enfermant d'une certaine matrice que soi-même nous pouvons créer et entretenir. La fameuse question étant comment quitter la matrice derrière tout ça? Au-delà du métro boulot dodo, très certainement, Régine expérimente actuellement, par certaines prises de conscience, par certaines réflexions, par certains événements de vie, qu'il aurait été intéressant qu'elle nous détaille un petit peu dans ce commentaire, qui lui fait avoir cette réflexion aujourd'hui, avec elle-même, au regard de la vie des êtres humains. Eh bien, une fois encore, soit nous nous identifions à ce que nous percevons à l'extérieur, soit nous allons au-delà, sans rejeter, sans ignorer, mais plutôt en intégrant, en composant avec, plutôt que de vouloir faire sans. C'est la grande différence entre rester dans le monde et s'exclure du monde. Pour moi, il n'est pas question de quitter le monde d'une quelconque manière, mais plutôt d'y être de mieux en mieux. Et si le monde est à critiquer, eh bien, comme Bernard Werber, le célèbre écrivain, l'a dit, il n'est pas question de s'opposer au système, mais plutôt de le rendre caduc. Comment rendre caduc le système? Eh bien simplement, comme le l'ont dit tant de grands sages et mystiques de l'Orient et d'ailleurs, si nous voulons changer le monde, commençons par changer soi-même. Comment changer soi-même? Ne pas vouloir changer, car en réalité, je crois profondément que nous ne changeons pas véritablement. Au mieux, nous pouvons évoluer, nous pouvons nous améliorer, comme le bon vin avec les années, dit-on, mais foncièrement, fondamentalement parlant, dans notre essence même, nous ne pouvons pas changer, car nous sommes, paraît-il, tous des étincelles différentes, issues de la même flamme. Et d'un point de vue physique quantique, nous sommes tous de cette même substance, de cette même quintessence de vie, qui est conscience vibratoire. Pour moi, nous sommes absolument tous conscience vibratoire avec des degrés de conscience.
plus ou moins élevé. Et c'est ce qui va faire la différence. Est-ce que Régine a conscience que peut-être le regard qu'elle porte sur son extérieur, monde superficiel, monde très terre-à-terre, est-ce que ce n'est jamais que le reflet de son monde intérieur? J'ose l'affirmer, car c'est aussi ça, la réalité, que l'extérieur et la perception que nous avons de l'extérieur n'est jamais que le reflet, conscient ou inconscient, de notre propre monde intérieur. Alors ce n'est pas ni une critique et ni une insulte portée à Régine, mais une fois encore, la possibilité pour elle de formuler les choses aujourd'hui veut dire qu'elle ne se satisfait plus de ce monde, et donc pour moi traduit un besoin de plus en plus important certainement pour elle, non pas de changer, non pas de quitter le monde, mais d'évoluer avec elle-même au sein de ce monde. Nous sommes tous amenés à apprendre, comprendre, évoluer et nous réaliser, non pas changer. Chose que nous faisons a priori en permanence depuis notre naissance et peut-être même depuis les premiers instants dans le ventre de notre mère quand elle était enceinte de nous. Puisque la psychologie médicale reconnaissait en 92-93, quand j'étais en école d'infirmier, une conscience chez le fœtus à partir de 6 mois de grossesse, de 6 mois de gestation. Aujourd'hui, en 2017, la science a reculé très certainement et attribue aujourd'hui au fœtus, au futur bébé, une conscience beaucoup plus tôt incarnée dans la matrice. La matrice fétale. Matrice étant aussi un synonyme de utérus. Eh bien, matrice au sens propre, l'utérus, matrice au sens figuré, le monde conditionnant, conditionné, nous fait percevoir tôt ou tard les limites étriquées dans lesquelles nous nous retrouvons, nous prenons conscience que nous sommes reflets nous-mêmes d'être limités dans notre propre matrice. Pour moi, il y a 3 matrices. Il y a la matrice fétale, donc le lien direct avec la mère. Nous en portons tous la trace avec le nombril et donc la coupure, au moins la coupure au premier degré, qu'il y a eu, qui a été de couper le cordon, mais avons-nous véritablement coupé le cordon avec les autres matrices, c'est-à-dire une certaine dépendance avec nos schémas de pensée, nos schémas de croyance, nos préjugés, nos émotions non intégrées, non digérées, non conscientisées, notre libre arbitre finalement qui n'est pas si libre que ça, puisque c'est jamais qu'un certain degré de liberté dont nous pouvons disposer en fonction de là où nous sommes avec nous-mêmes aujourd'hui, là où nous en sommes avec nous-mêmes. Et puis 3e matrice, eh bien le monde en tant que tel. Il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Et au niveau de l'intérieur, il y a tout ce conditionnement cognitif, mental, psychologique, émotionnel, conscient, inconscient. Il y a ce conditionnement en lien avec la maman, qui est la matrice fétale, la matrice utérine. Et entre les deux, entre le ventre et la tête, il y a le thorax et aussi le cœur. Pourquoi parler du cœur? Parce que, à mon sens, une des clés que je me permettrai d'avancer en pointillé et en grand point d'interrogation pour Régine, pourrait être, pour trouver le monde moins superficiel, moins terre-à-terre, peut-être moins insipide, d'être davantage dans le cœur, équilibré entre le ventre et la tête, d'être plus stabilisé, plus centré au niveau du cœur. Plus nous sommes connectés, reliés au cœur, plus nous sommes intégrés
à notre propre univers qui nous permet d'être d'autant mieux avec l'univers dans lequel nous sommes, et à commencer par le monde sur cette planète Terre. En termes de besoin d'apprendre, de comprendre, d'évoluer, de se réaliser, qui est le propre pour moi de tout être humain et peut-être de tout être vivant, pourquoi pas les plantes, pourquoi pas les animaux, c'est un autre sujet. Dans les années 40, il y a ce psychologue Abraham Maslow qui a créé la pyramide des besoins, qui est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins, qui exprime aussi indirectement une certaine motivation quant à évoluer et gravir les échelons de cette pyramide. Abraham Maslow, dans les années 40, définit 5 grandes étapes dans l'évolution de l'être humain à partir des besoins physiologiques. Besoin de se nourrir, besoin de se reposer, etc., etc., besoin de s'hydrater, besoin de sécurité, protéger ses téguments, protéger son corps du soleil excessif, protéger son corps de la maladie, protéger son corps de la déshydratation, se protéger de toute agression extérieure possible, etc., etc. Besoin d'appartenance, appartenance à un groupe social, familial, besoin de se sentir attaché, rattaché, se sentir exister, reconnu au sein d'un clan, un clan familial ou autre. Il y a aussi le besoin de l'estime, estime de soi, besoin de s'aimer, de se considérer à sa juste valeur, d'où ce centrage, tôt ou tard, qui pose question et qui apparaît comme une évidence pour à peu près tout le monde, qui est d'être mieux, au mieux, avec soi-même au niveau du cœur, autrement dit de s'aimer. Enfin, besoin assez général, assez vaste, du besoin de se réaliser, qui est un besoin très subjectif, très propre à chacun. Abraham Maslow est mort en 1970 et vers la fin de sa vie, Abraham Maslow, qui est à l'origine de la psychologie humaniste, qui est né courant des années 40, vers la fin de sa vie a rajouté une 6e phase, un 6e niveau de sa pyramide des besoins, qui est le besoin de se dépasser, de se réaliser sur un plan plus transcendantal, plus spirituel et moins psycho-émotionnel, psycho-social. Ce besoin, il l'a intitulé le self-transcendence, que l'on pourrait traduire par dépassement de soi-même, transcendance de soi, qui fait référence au supra-humain, à la supraconscience, en tout cas à la conscience ou à une certaine conscience non ordinaire, au-delà de la conscience humaine, entre guillemets de l'état ordinaire de conscience. Abraham Maslow, qui est mort en 1970, n'a pas eu le temps de formaliser les choses dans ses travaux officiels universitaires de recherche sur la question de ce 6e besoin. Parce que, à l'époque, son mandat en tant que président de l'Association de psychologie américaine se terminait au moment où ses travaux théoriques prenaient forme, en 1967, c'est-à-dire quelque chose comme 3 ans avant sa mort. Et puis, la réalité institutionnelle de l'époque n'était a priori pas prête à intégrer ce dernier niveau, qui est à consonance plus spirituelle que psychologique. Enfin, la psychologie transpersonnelle en tant que telle, au-delà de la personne transpersonnelle, n'était pas encore perçue comme entièrement légitime, puisque c'est seulement fin des années 60, très exactement en 1969, qu'est née la psychologie transpersonnelle avec comme chef de file le docteur
Stanislas Grof, en association avec Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli. Je crois qu'en tant qu'être humain, marchant sur nos deux jambes et donc dans une position verticale, nous sommes aussi amenés, c'est en tout cas ma croyance, ma conviction, nous sommes aussi amenés à incarner, plus qu'en termes de position, mais aussi en termes de posture, cette dynamique verticale qui est quelque part d'avoir les pieds bien à plat sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles. C'est-à-dire d'être à la fois dans le métro boulot dodo, mais aussi dans une certaine dimension qui nous motive au quotidien, qui colore notre quotidien, qui nous fait prendre conscience que ici et maintenant, c'est le véritable paradis. Il n'est pas plus ailleurs que demain, et encore moins hier, au passé. Ici et maintenant, là où nous sommes, à partir du moment où nous sommes pleinement centrés, et pas que dans notre cœur biologique, mais aussi dans notre cœur électromagnétique, dans notre cœur électrique, dans notre cœur affectif, dans notre cœur hormonal, puisque le cœur sécrète l'ocytocine, hormone de l'amour, ainsi que dans le cœur spirituel. Le cœur tient une place fondamentale dans toutes les traditions religieuses et spirituelles. Nous parlons bien du cœur christique. En Occident, nous parlons bien du Sacré-Cœur. Nous parlons aussi en Orient de la conscience solaire des orientaux, des hindous, des bouddhistes. Et puis ce fameux thymus, glande endocrine qui est au milieu du sternum, derrière, glande endocrine atrophiée chez l'adulte, mais qui a aussi une fonction certaine, une certaine fonction certaine dans ce grand plan spirituel de l'évolution possible de l'être humain. Cette glande pinéale qui est entre les deux oreilles, schématiquement au milieu du cerveau, et qui a un rôle plus que déterminant dans l'équilibre émotionnel de l'être humain, dans son équilibre de bien-être, puisque c'est une glande endocrine qui préside à toutes les autres glandes endocrines et qui permet à tout le système endocrinologique de bien fonctionner à partir du moment où elle fonctionne bien. Cette glande pinéale qui capte les particules de prana pour les redistribuer via tous les récepteurs et capteurs praniques grâce aux cristaux d'apatite et de magnétite qui sont dans cette glande pinéale, qui ont une fonction de piézoluminescence, donc de capter la lumière et de la transmettre à l'organisme. Nous autres êtres de conscience, mais aussi êtres de lumière, qui nous nourrissons aussi de lumière. La science, toute la science réunie, c'est aujourd'hui que nous ne pourrions vivre sans le roi soleil, nous ne pourrions vivre sans nous abreuver à la source qui est aussi la lumière. Nous connaissons tous les bienfaits de cette nourriture passive ou active auprès de l'énergie solaire, entre autres la capacité pour l'organisme exposé au soleil de renforcer l'ossature, de participer à l'équilibre, d'avoir un meilleur moral. C'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de bien que de se recharger au soleil, tout le monde le sait. Dans le juste milieu bien sûr, puisque si le soleil fait du bien, eh bien pas forcément dans n'importe quelle condition. En tout cas, être de lumière que nous sommes, besoin de se réaliser, besoin de se dépasser, nous sommes tous inscrits dans une certaine dynamique. Peut-être dans une dynamique horizontale,
passé, présent, futur, considérant que demain, au futur, nous aurons ce bonheur auquel chacun aspire, qui passe par acquérir, avoir, posséder, la relation à la matière, au matériel, et donc à la relation à l'argent pour acheter, conserver, garder, et peut-être à outrance s'encombrer, et finalement s'endormir dans une quête qui porte à une certaine illusion, que de croire que d'avoir permet d'être plus heureux. Il y a cette verticalité qui permet de se relier d'en bas en haut, qui symbolise aussi l'instant présent. Dans cette dynamique horizontale du passé, présent, futur, et bien cette dynamique verticale nous permet aussi de nous situer, resituer, maintenir un minima dans le ici et maintenant. Et peut-être de nous faire prendre conscience que la seule véritable vie qui mérite d'être vécue, considérant, intégrant les contraintes de tous les jours, le besoin de planifier, de projeter, d'anticiper, propre à chacun, c'est légitime, d'organiser son agenda pour le lendemain, la semaine prochaine, l'année prochaine, bien sûr. Au-delà de tout ça, la seule vie qui mérite véritablement d'être vécue, eh bien, en tout cas pour moi, et je sais que pour vous aussi un minimum, peut-être un maximum, c'est de se placer le plus possible, à chaque instant, quand bien même inscrit dans cette dynamique, de se resituer, de se rappeler le plus possible de cet ici et maintenant. Ici et maintenant au présent. Pleinement centré au niveau du cœur, pleinement ancré, ancrage, 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 ancrage. Je vous invite à revoir ces vidéos précédentes sur le centrage, sur l'ancrage, bien sûr. Et puis, de cultiver cette présence au présent. Et paradoxalement, je vous le souhaite si ce n'est pas déjà le cas, de vous rendre compte que dans cet état méditatif le plus naturel possible, qui est d'être centré au présent, d'être connecté au présent, avec soi-même d'abord, nous fait d'autant mieux, d'autant plus apprécier le monde extérieur. Intérieur-extérieur n'étant qu'une illusion, en réalité il n'y a pas plus d'intérieur que d'extérieur. À partir du moment où reconnecté à soi, pleinement reconnecté, nous nous rendons compte que nous sommes pleinement connectés au tout. Et c'est ce même tout qui va nous nourrir véritablement alors, parce que reconnecté, ça s'appelle la nourriture en conscience, être nourri du tout, qui fait que, en partie ou complètement, il est tout à fait possible d'être relié à la source en termes de nourriture et de ne plus avoir besoin de se nourrir de cette dynamique horizontale qui est la nourriture solide, travailler pour acheter, remplir un frigo et remplir après l'estomac. Eh bien certes, quand bien même manger, est-ce que manger suffit pour être heureux? Est-ce que parce que vous mangez, vous êtes heureux? Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger, mais je dis qu'il y a aussi, en plus de cette dynamique horizontale, il y a cette dynamique verticale qui a sa propre nourriture, qui peut compléter, élargir cette nourriture horizontale, qui est la nourriture conventionnelle que tout le monde connaît, nourriture solide, liquide. En tout cas, paradoxalement, dans cette dynamique qui est d'être le plus possible au présent, en pleine présence avec soi-même, qui en plus d'avoir ses vertus d'être le plus anti-stress possible, ce stress quand il n'est pas canalisé, pas géré, fait tellement de mal à la santé, et physique et mentale, eh bien, de se rendre compte que plus nous sommes alignés avec nous-mêmes, et alignés dans cette double dynamique, plus centrés sur ce point, qui est la conscience du cœur, eh bien, de nous rendre compte qu'il y a un véritable phénomène d'expansion de conscience.
d'expansion de conscience qui nous fait élargir cette perception de la pyramide des besoins de Maslow en 5 étapes, et alors de nous faire connecter chacun dans sa dynamique, dans sa dimension, dans sa spécificité, dans ce qui lui est propre, dans sa personnalité. Bien sûr, tout cela colore la qualité de ce qui nous fait être nous, être de lumière, être de conscience vibratoire, être pleinement connecté, je dirais même nourri de cette présence à soi, nous permet alors d'expérimenter, de vivre très sporadiquement, très épisodiquement, et puis de plus en plus souvent. La présence à la présence, l'immersion à la présence, grand P. Je distingue la présence à soi, et puis la présence grand P au tout, qui n'est plus la présence au petit moi, au petit soi, mais au grand soi. Passer du moi égotique au soi extatique, passer du moi limitant au soi déployant, passer de l'analytique, cartésien, rationnel, au synthétique, intuitif, de la conscience, perceptif, pour enfin avoir la sensation, la perception de vivre quelque chose qui est au-delà de ce que nous connaissons d'habitude, relatif au savoir. Le savoir n'étant que voir cela, et donc restreint à quelque chose de bien délimité, et le plus souvent corrélé à une certaine banque de données accumulée de façon théorique. La différence étant à partir du moment où nous en faisons, par le biais d'une certaine pratique qui est propre à chacun, l'expérimentation et qui permet de passer du savoir à la connaissance. Et la connaissance, connaître, c'est quelque part procéder à une seconde naissance. Alors je pense bien sûr maintenant à Alexandra David-Néel, pionnière du Tibet interdit au début du XXe siècle, qui déguisée en moine a pénétré le Tibet interdit, bourgeoise parisienne, qui s'ennuyant dans son métro boulot dodo de l'époque, aspirait à une autre vie et, dit-elle, est véritablement née à 53 ans, quand elle a investi l'Asie et en particulier le Tibet. Alexandra David-Néel qui a été canonisée par le Dalai Lama. Alexandra David-Néel dont il est possible de visiter sa maison-musée à Digne, pas loin de Gap. Je pense aussi à Nelson Mandela, qui après 27 ans de prison est devenu président d'Afrique du Sud et a permis tant de belles choses au niveau de la levée de l'apartheid et l'émancipation de la condition noire africaine, dans son pays en tout cas. Je pense à tellement d'autres grandes figures de ce monde qui nous inspirent, que ce soit Martin Luther King, que ce soit le Dalai Lama, Mère Teresa, ou d'autres, Amma, la mère Amma, et si chacun d'entre nous, plus que de nous réaliser, nous autorisions à vivre une vie de transcendance, une vie transpersonnelle, au-delà de notre petite, moyenne ou grande condition personnelle d'individu au sein de cette société et au travers et avec cette société, de nous dépasser tout simplement, de nous dépasser. À chacun sa formule, à chacun sa recette.
c'est la liberté qui doit primer, le respect de ses valeurs. En tout cas, le message que j'ai envie de renvoyer aujourd'hui à Régine, c'est bravo pour ce petit témoignage qui m'a inspiré pour cette vidéo aujourd'hui. Bravo à Régine pour se positionner aujourd'hui dans sa vie au regard de ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. Et puis bravo à Régine, comme à chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, qui nous autorisons à ne pas se satisfaire de ce que nous ressentons de trop profondément comme étant insipide finalement, devenu insipide. Ce n'est pas la course illusoire à plus, mais plutôt, je crois, une invitation transmise par ce que vous appellerez, comme vous voulez à votre niveau, la petite voix, l'enfant intérieur, la conscience supérieure, ou, disons-le, cette part divine que chacun porte en soi, qui est de nous reconnecter à l'essence même de la vie, qui est le ici et maintenant. Car en réalité, nous avons tout en nous, nous portons tout en nous, source d'insatisfaction, de frustration, de maladie, de malheur, comme autant de santé et de bonheur. Eh bien, parlons bonheur, le bonheur étant à la bonne heure, une fois encore, ici et maintenant. Puissions-nous, puissiez-vous incarner pleinement l'être de lumière, l'être de pleine conscience que nous sommes, à la lumière de la présence, au travers et au-delà de notre présence, ici et maintenant. Cela me fait penser à Christine, que j'avais rencontrée lors d'un remplacement aide-soignant quand j'étais en école d'infirmier. C'était en 93-94, dans une maison de retraite hospitalière tenue par des religieuses à l'époque, et qui, Christine, ayant un contact très spontané, très naturel et très complice ensemble, alors qu'on ne s'était jamais vu auparavant, eh bien, pendant que nous refaisions les lits des malades, pendant que nous nous occupions à ces soins qui étaient les nôtres en tant qu'aide-soignants, et au travers des conversations que nous pouvions avoir en pause, eh bien, Christine m'avait sollicité pour lui transmettre, lui apprendre une petite pratique qui pouvait peut-être la nourrir dans ce besoin de transcendance qu'elle avait aussi elle-même exprimé au-delà de son quotidien, qu'elle considérait de plus en plus comme ordinaire, limitant et insuffisant. Petite pratique qu'elle utiliserait pendant ces 2 semaines de congé. Au retour de ces congés, j'attendais Christine, je guettais pour que Christine me raconte qu'est-ce que ça avait donné, cette pratique, et ne la voyant pas venir, d'aller vers elle et de lui dire « Alors Christine, tu te souviens, tu m'avais demandé si je pouvais te passer, t'apprendre une petite pratique pour tes vacances, pour te connecter à cette dimension supérieure de l'être humain. » Oui, oui, je me souviens. Et alors Christine, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu as pratiqué? Oui, j'ai pratiqué, mais enfin c'était vraiment pas terrible. Mais j'ai quand même continué de la faire. J'ai continué de faire cette pratique. Et me dit-elle, de plus en plus touchée émotionnellement, les émotions montant à la surface, de me dire qu'une après-midi, vraiment sans plus rien attendre de cette pratique, allongée à côté de son mari, donc en faisant cette sieste, a connecté un niveau de conscience tel que dans son écran intérieur, précise-t-elle, elle n'était absolument pas endormie et bel et bien consciente. Dans son paysage intérieur est apparu un vieil homme en costume occidental avec des cheveux blancs relativement longs, une barbe, et qui, la regardant très profondément, presque en sondant son intériorité, s'est adressé à elle et de lui dire d'une certaine voix: « Enfin te voilà. Pourquoi m'as-tu oublié ?
depuis si longtemps. Christine, de me raconter ça, s'est mise à pleurer, tout simplement, tellement touchée elle a été de cette reconnexion à cette partie noble, parce que divine tout simplement, d'elle-même. Et bien pour moi, la transcendance relève de cet état-là, de ce plan de conscience auquel j'invite chacun, chacune, s'il se sent inspiré par cette dynamique, d'en imprégner aussi, d'en incarner aussi sa présence au monde, autant que sa présence à soi au quotidien. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.